Chapitre 7. Ce soir-là, Maranda transporte Luc en motoneige vers une butte dans les champs, juste derrière le village. Là, il éteint ses phares et arrête son moteur. Ça fait 2 soirs de suite qu'elle passe en ski juste là, confie Maranda à voix basse. Luc ne dit rien. Il semble absorbé, presque rêveur. Maranda suggère de faire Sophie prisonnière. Luc tranche la question. Pas après 6 heures, c'est la loi. Maranda aimerait bien qu'on lui fasse un peu peur au moins. Luc ne l'écoute plus. Le visage fermé, il regarde Sophie glisser à travers champs. Son allure est vive, rythmée par la musique d'un Walkman qu'elle tient au chaud dans son manteau, tandis que ses écouteurs dépassent à peine dessous sa tuque. Luc ne la quitte pas des yeux. Sophie les dépasse sans se douter qu'on l'observe. Comme elle s'éloigne, Maranda s'impatiente de rater une si belle occasion. Sèchement, Luc lui dit de le ramener chez lui. Croyant comprendre, Maranda murmure d'un air entendu. « Je gagerais 1 pièce que t'as un plan. » La motoneige repart. Luc soupire. Justement, il n'a aucune idée de ce qu'il devrait faire. Il se sent confus et tiraillé. Plutôt que de rentrer chez lui, dès que Maranda le laisse, il se faufile derrière les maisons et va curieusement se cacher entre 2 poubelles. Dans cette position inconfortable, il fait le guet, ramassé sur lui-même pour mieux se garder au chaud. Une porte s'ouvre en crachant dans la froidure. Luc lève les yeux et voit Pierre qui fait rentrer Cléo. Le garçon est fier. Il a difficilement convaincu ses parents que le chien risquait la pneumonie par une nuit aussi froide. « T'es contente, là? » Puis il chuchote en s'inquiétant soudain. « Tu l'as fait, ton pipi? » Luc s'est renfoncé dans sa cachette. Peu de temps après, un crissement sur la neige s'amplifie à une cadence de locomotive à vapeur. Sophie arrive, traverse la cour pour s'arrêter devant la porte arrière de sa maison. Lorsqu'elle enlève ses skis et les frotte pour en faire tomber la neige, Luc sort de son refuge et s'approche d'un pas embarrassé. Sophie sursaute en l'apercevant. Tout de suite, Luc se montre rassurant. « Non, non, dit-il, je viens juste te dire bonsoir. »« Ah, répond Sophie, quand même un peu flattée. Tu me fais pas peur. » Curieusement, à présent qu'ils se retrouvent seuls tous les deux, leur attitude n'est plus la même. Luc n'essaie plus d'être un leader inflexible. Il laisse émerger un curieux mélange de candeur et de timidité. Sophie oublie ses manières fonceuses. Luc ne lui est pas si indifférent. « T'as pas besoin de te cacher, » lui dit-elle. Et il se sourit. Ils n'ont même pas le temps d'échanger un autre mot que Lucie fait irruption en pyjama sur la galerie. Toute excitée, elle presse Sophie de rentrer. « Hey Sophie, viens vite, il y a un bon film de guerre à la télé. » À cet instant, elle voit Luc. Pleine de défis, elle lance. « Qu'est-ce qu'il fait là, lui? » Son apparition met Sophie mal à l'aise. Elle ne veut pas que Lucie devine le sentiment amical animant leur rencontre. Elle ne veut pas non plus le rompre. Partagée pendant un moment, Sophie finit par reculer vers sa sœur en menaçant Luc. « En tout cas, arrête de m'espionner, Luc Chicoine. As-tu compris, là? » À l'instant où, précédée de Lucie, elle rentre à la maison, Sophie jette un regard navré vers Luc, qui s'en retourne tout décontenancé. Courbés et silencieux, les guerriers progressent à pas de loup. Ils ont des boucliers et des épées de bois. Chabot porte une échelle de fortune et Ti-Jacques à charge du drapeau de l'armée. Luc tient fièrement en bandoulière son rutilant clairon qui, pour l'instant, demeure silencieux.
D'un geste, il arrête sa troupe. Genoux à terre, ils examinent longuement le fort où rien ne bouge, sinon le drapeau qu'ils ont aussi eu l'idée de se confectionner. Très bien, pense Luc. On va les prendre par surprise. À son ordre, ces plus costauds forment une carapace de leur bouclier et, se servant de l'échelle comme bélier, foncent vers la porte du fort, s'imaginant l'enfoncer facilement. Pourtant, si Luc avait remarqué qu'un tube blanc, bizarre, percé dans le haut, tourne et suit chacun des mouvements de ses troupes, il aurait reconnu un périscope. Mais il a sous-estimé son adversaire et il s'en rend compte douloureusement en s'écrasant avec les porteurs du bélier contre une fausse porte appuyée sur un mur plein. Au même moment, les 5 défenseurs se dressent sur les murailles, criant et gesticulant. Ils ont fixé des cornes à leur casque, enfin tout ce qui peut y ressembler, et même Cléo est affublée d'un accoutrement biscornu. Excités par cet accueil barbare, les soldats de Luc veulent riposter par une salve de boules de neige. Ils sont aussitôt aveuglés. Les sœurs Tremblay ont couvert leur bouclier d'un plastique aussi réfléchissant qu'un miroir et dardent d'éblouissants rayons sur qui ose lever les yeux. De plus, du haut des murailles, on vise très bien. Les boules arrivent avec plus de force en suivant une trajectoire descendante. La position devenant insoutenable, il faut battre en retraite. Jacques constate, admiratif, que c'est tout un fort avec des murs très très hauts. Georges reçoit une boule sur l'oreille. Démon! Se lamente-t-il à l'adresse des filles. L'agacé ajoute enfin qu'on n'a pas le droit de prendre des filles dans sa bande. Arrête de chialer, le roux, c'est la guerre, décrète sèchement son irascible chef. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal, maugrit Henri à la défense de son frère. Luc fulmine. Il reproche à ses espions de s'être laissés berner par la fausse porte et à chacun de faire tout un plat de la présence des filles. Il se calme un instant. La tête tournée vers le fort, Sophie est aussi tournée vers lui et Luc a l'impression qu'elle l'observe. Tu vas voir comment je m'appelle, toi, marmonne-t-il entre ses dents, comme si, à distance, il lui lançait un défi. Quand Jacques suggère de réunir le concile de guerre, Luc repousse cette idée, affirmant que c'est lui qui leur dira quoi faire. L'échelle est difficilement levée contre les murailles. Luc le premier le gravit et se retrousse les fesses dans la neige, puisque du fort, on peut facilement repousser l'échelle avec une perche. L'obstination de son chef fait, encore une fois, l'admiration de Jacques. De son côté, Chabot lui dit que c'est impossible d'investir le fort de cette manière. « Faudrait passer par en arrière, » répète-t-il à qui veut l'entendre. Évidemment, à l'intérieur de la forteresse, on s'amuse beaucoup. Lucie, qui est trop petite, a un peu de peine à se pencher par-dessus le mur pour mieux bombarder l'assaillant. Mais lorsque Sophie lui demande d'aller faire chauffer de l'eau, ses yeux s'illuminent. Quelle bonne idée! Cléo jappe et court de tous les côtés. Elle finit par recevoir un projectile sur le nez. Son énervement guerrier se termine aussitôt et elle va se blottir à l'abri près de Lucie qui active le fourneau fabriqué à même un vieux baril de fer. En désespoir de cause, Luc finit par suivre l'opinion de Chabot. Le reste de l'armée faisant diversion, ils se faufilent tous les deux de l'autre côté. Puis Luc monte sur les épaules de Chabot qui le projette à l'intérieur. « Tiens, de la visite! » dit Lucie, le nez au-dessus du chaudron déjà fumant. Constatant que Luc n'était pas devant le fort, on en avait déduit qu'il passait par derrière. On n'attendait plus que son arrivée pour le prendre par les 4 membres et 1, 2, et Sophie se surprend à dire « Pas trop fort! » Elle porte un regard embêté sur Luc qui se balance.
Cela n'échappe ni à Lucie ni à Pierre, qui en est un peu dérouté. Jean-Louis continue joyeusement le décompte. Et 3! Alors que Chabot, revenu vers ses compagnons, annonce triomphalement que Luc a réussi, celui-ci est vigoureusement éjecté du château fort. Toi, c'est la dernière fois que je suis tes idées, grogne le chef endolori. Petit Jacques l'aide à se relever tout en s'inquiétant de ses douleurs. Lucie voit tous ses ennemis rassemblés juste sous le mur. Croyant le moment venu d'utiliser son eau bouillante, elle se prépare à la verser. Promptement, Lucie lui enlève le chaudron des mains. « Hey, jette pas l'eau! C'est pour faire du bouillon! » dit-elle, sans comprendre pourquoi sa sœur semble si déçue. N'ayant plus d'autres ressources, les attaquants entreprennent d'assiéger le fort. Si on ne peut pas entrer, eux ne pourront pas sortir, ce qui rétablit, croit-on, une sorte d'équilibre. Néanmoins, pendant que les troupes de Luc se font geler à attendre en plein vent, du fort, on se contente de les observer au périscope. Car François avait prévu cette tactique. Un abri a été érigé au milieu du fort et on y a réuni une variété de provisions afin de soutenir le siège. Mettant à profit ses talents de cuisinier, François prépare un excellent bouillon aux légumes. Sa recette orientale paraît encore plus exotique dans ce décor de neige. Moins férue de gastronomie, Lucie se contente de diluer des sachets de chocolat chaud, ce qui lui fait oublier sa déception de tantôt. C'est ainsi que, dans la bonne humeur, on attend que le froid fasse fondre l'ardeur des ennemis. À tour de rôle, chacun retourne chez lui, rapportant un bon rhume en souvenir de cette journée mémorable. En bon capitaine, Luc part le dernier. Il est insulté de son échec, et peut-être plus encore de ce que Sophie et les autres membres de sa bande ne se préoccupent pas de lui.